Audience au cabinet du médiateur de la République. La présidente de l'Institut national de la femme a fait une plaidoirie auprès du médiateur de la République pour éviter la discrimination de la femme dans la société. Le point est à suivre dans ce journal. Dans le cadre de la tournée gouvernementale pour mieux élucider les décisions prises sur la cherté de la vie par l'État, la ville de Bonté et celle de Savalou ont accueilli les membres du gouvernement ce samedi. Hassan Cheikh Mohamoud, élu président de la Somalie à l'issue d'un vote marathon au troisième tour du scrutin. Des coups de feu de célébration ont résonné dans la capitale de Mogadiscio. La présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, a été reçue au cabinet du médiateur de la République. Claudine Prudencio est allée plaider pour une discrimination positive en faveur de la femme. Le médiateur de la République n'a pas manqué de son côté d'apporter des approches de solutions et surtout des conseils à la présidente de l'Institut national de la femme afin de mieux accomplir sa mission. Je suis venu faire mes civilités à monsieur le médiateur de la République. Comme vous le savez, il est un aîné à moi. On a fait l'Assemblée nationale ensemble comme député. Je suis venu lui faire mes civilités. Depuis sa nomination, je n'ai pas fait le déplacement. Donc, je suis venu lui parler de l'Institut national de la femme. Comme vous le savez, le médiateur reçoit ici des requêtes de femmes et d'hommes. Voilà, donc je suis venu faire un plaidoyer pour une discrimination positive pour que les dossiers des femmes soient traités avec une célérité parce que la femme requérante est une femme qui a certainement un souci. Voilà, donc j'en ai parlé au médiateur, il a pris ça à bras le corps et il m'a donné aussi énormément de conseils sur la sensibilisation à faire sur le terrain, sur les différentes lois votées et promulguées tout dernièrement. Donc nous sommes en phase avec le médiateur de la République. Il y a certaines sensibilisations que l'INF fera ensemble également avec le médiateur de la République. Et je l'annonçais tantôt en titre, tournée gouvernementale des séances de sensibilisation sur la cherté de la vie au Bénin ce samedi 14 mai 2022. Une délégation gouvernementale était aussi à Bonté. Toutes les forces vives de la ville sont sorties massivement pour accueillir les autorités. Ils ont été sensibilisés sur la crise socio-économique actuelle et sur les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Après Bonté, le cap est mis sur Savalou pour le même exercice. Les fils et filles de la localité ont répondu présents à l'appel des autorités. Romaric Dossa pour le point. Bonté et Savalou ont bouclé ce samedi 14 mai 2022 la tournée gouvernementale dans le département des Collines. La délégation est composée du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et de sa collègue de l'enseignement supérieur Éléonore Yaïla Descamps. Avec les forces vives des dites communes, ils ont échangé sur la cherté de la vie. La vie économique a pris un coup. Les usines ont fermé parce que les gens mouraient comme des mouches. Si les usines ferment, est-ce que les produits dont nous avons besoin là, on va les fabriquer? Si on ne fabrique pas assez les produits, le peu qui est sur le marché, il va devenir cher. Parce que tout le monde demande. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est comme ça que les produits sont devenus chers. Et ici, chez nous là, il s'est passé quoi? Quand il y a Corona, la main-d'œuvre que nous utilisons de divers pays ici pour travailler nos champs n'existe plus. Les produits qui arrivent de dehors dans le pays ont commencé à coûter cher. Face à la crise, les initiatives prises par le gouvernement ont été portées à l'attention des populations. En 2020, l'État a consenti
6 milliards de francs pour aider les entreprises victimes de Corona. C'est quoi l'affaire? La coiffeuse ne trouve plus à tresser. Le barman n'a plus de clients pour vendre, mais il a des ouvriers à payer. Les artisans d'hiver n'ont plus travaillé. Et ceux-là ont exprimé clairement leur déficit, les problèmes qu'ils ont. L'État a dit, non, on va vous laisser mourir, on va vous relancer. 6 milliards en 2020, 20 milliards en 2021. Puis après des mesures spécifiques pour booster l'économie, en 3 mois, nous avons pratiquement mis 80 milliards. Le gouvernement a beaucoup mis des moyens. Parce que vous connaissez le chef de l'État. Ce qui est bon, ce qui est bien pour son pays, si c'est à Kamtchaka, il va dire ramenez-moi ça ici. Parce que mon Bénin aussi doit être un grand pays. Cette séance de sensibilisation sur la cherté de la vie a permis à ces hommes et femmes d'être mieux informés, d'avoir l'information officielle suite aux intoxications qui polluent sur les réseaux sociaux et alimentent la polémique. En optant pour des explications, le gouvernement remplit à coup sûr sa part de responsabilité en matière du droit à l'information. Et après ces étapes de Bonterre et de Savalou, des acteurs politiques du département des Collines ont livré leurs impressions. Suivons-les. Quand on a regardé la salle ce matin, on a compris que nos populations sont à la quête de l'information. Et je pense que l'information structurée, la tournée structurée, permet à la population de comprendre déjà les actions menées par le gouvernement par ces temps que nous vivons tous et de voir les perspectives avec le gouvernement. Et donc c'est l'occasion pour les populations de Dassa et ce serait certainement l'occasion pour les populations des collines de prendre des engagements. Et déjà ce matin, vous avez vu que la population de Dassa a pris des engagements sur le fait que, bien entendu, que nous traversons une période de cherté de la vie, que cette période doit être transformée en une période d'opportunité pour les zones de culture. Personnellement, je ne suis pas surpris de voir qu'une délégation gouvernementale, que des délégations gouvernementales soient en train de parcourir, à l'heure où nous parlons, l'ensemble du pays pour compatir d'abord aux effets de cette cherté de vie sur les conditions de vie de nos populations, mais aussi non seulement leur expliquer les causes profondes pour que le peuple comprenne d'où provient cette crise, quelles sont les raisons et quelles sont les mesures que le gouvernement est en train de prendre de façon, je vais dire, conjoncturelle pour apporter une solution rapide d'atténuation tout en recueillant par la même occasion auprès de cette population des propositions de sortie de crise que le gouvernement, je pense, va verser dans une réflexion pour aller vers une solution structurelle et avoir des solutions efficaces pour que de façon durable, cette crise soit maîtrisée. J'ai constaté que tout ce qui se dit est effectivement ce qui se fait. Et que le gouvernement avait véritablement besoin de faire un tour comme cela se fait pour expliquer aux populations le bien fondé des décisions qui sont prises au niveau des différents conseils des ministres auxquels les ministres participent pratiquement tous les mercredis. Je voudrais avouer que c'est une très belle initiative déjà du gouvernement d'avoir pensé à expliquer à la population la situation que nous vivons aujourd'hui. La situation de la cherté de la vie, de la précarité, de tout ce qui se passe. Et je crois que l'étape de Dassa a été une réussite parce que la mobilisation a été très forte. Toutes les couches sociales ont été représentées, les rois, les jeunes, les étudiants, les artisans et que sais-je encore. Et l'explication que les membres du gouvernement ont apportée ont été d'une très grande utilité pour nous-mêmes les élus parce que nous sommes confrontés à de sérieux problèmes parce que chaque fois les gens pensent que nous ne portons pas la voix de ce qui se passe. L'Institut parlementaire du Bénin est l'une des réformes de la 8e législature sous le dynamisme du président Louis Vlavonou. Après 24 mois d'existence et d'expérimentation, l'Institut est passé au scanner au cours d'un atelier tenu du 11 au 13 mai dernier. Reportage.
une rencontre d'évaluation des faiblesses et forces de l'Institut parlementaire du Bénin. Elle a réuni à Dessazoumen les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les directeurs techniques et les cadres du Parlement. Une initiative de la cellule d'audit interne de l'institution parlementaire avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il est attendu des présences assises, l'identification des forces et les faiblesses de l'IPAB, le recadrage aux besoins du contexte de création de l'Institut, l'apport des corrections idoines éventuelles à la décision portant création de l'IPAB. 72 heures d'échange avec 2 groupes de travaux constitués. Des réflexions auxquelles a pris part le président du Parlement qui a officiellement lancé les travaux. Le laboratoire dont j'ai besoin pour avoir une assemblée performante, une administration parlementaire performante et digne de ce nom et qui fasse école dans la sous-région, je pense que nous pourrions y parvenir. Et c'est en cela que je voudrais vous exhorter effectivement à suivre les différentes communications et dans les groupes de travail à faire des analyses pointues de façon qu'à la fin nous puissions avoir le résultat. L'Institut parlementaire du Bénin est chargé, entre autres, de conduire les recherches et études sur les politiques du développement et les dynamiques socio-économiques, culturelles et environnementales. Et nous allons à présent hors de nos frontières. En signe de protestation, le Mali se retire du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. Pour justifier sa décision, la junte dénonce l'échec dans l'organisation de sommets au Mali et les manœuvres d'un État extra-régional. Une nouvelle illustration de l'isolement décidé par l'armée au Mali. Le Mali quitte le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Pour le gouvernement militaire de transition, l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. Lors d'une allocution télévisée, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a tout de même annoncé conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. À l'origine des différends entre le Mali et le G5, en février 2022, l'organisation devait tenir une conférence à Bamako afin de consacrer le début de la présidence malienne. Mais près d'un trimestre après le terme indiqué, cette conférence ne s'est jamais tenue, a indiqué un communiqué du gouvernement malien. Le G5 est réduit à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. La Somalie a élu pour la seconde fois Hassan Sheikh Mohamud à sa présidence à l'issue d'un scrutin sous haute sécurité dans un pays en proie à l'insurrection des islamistes radicaux Shehab et où la famine menace. Des coups de feu de célébration ont résonné dans la capitale de Mogadiscio. Il avait déjà dirigé la Somalie de 2012 à 2017. 5 ans après, le revoici au pouvoir pour la seconde fois. Hassan Sheikh Mohamud a été élu président dimanche en s'imposant face au chef de l'État sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un président effectue un second mandat, mais pour de nombreux experts, avec la crise que traverse la Somalie, il n'est pas surprenant que les parlementaires aient préféré choisir une figure politique connue. Et à 56 ans, Hassan Sheikh Mohamud est très connu dans le milieu de la société civile somalienne. Cet universitaire a été professeur dans les années 80 avant de travailler pour des organisations internationales. Considéré comme un homme politique modéré, sa victoire suscite beaucoup d'espoir parmi ses compatriotes. Dans les rues de Mogadiscio, après l'annonce des résultats, de nombreux Somaliens ont laissé éclater leur joie.
Je suis venu ici pour fêter la victoire du 8e président et maintenant du 10e président. Je le félicite. La Somalie est en paix avec elle-même et avec le monde. Je ne peux même pas exprimer en mots à quel point je suis heureux. Je suis très heureux ce soir et je dis merci à Hassan Sheikh Mohamud. Le premier mandat de Hassan Sheikh Mohamud a été marqué par quelques avancées sur le plan sécuritaire face aux islamistes Shebab. L'un des défis majeurs que ce nouveau président va devoir relever sera de relancer cette lutte contre le terrorisme. Cette élection est également capitale pour l'avenir économique de la Somalie. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à N'Djamena contre la présence de la France au Tchad qu'elle accuse de soutenir la junte militaire au pouvoir. Des manifestants ont brûlé au moins 2 drapeaux de l'ancienne puissance coloniale et vandalisé plusieurs stations-service symboles de la France, arrachant des pompes et emportant certains produits exposés. Des Tchadiens ont manifesté contre la présence de la France dans leur pays samedi. Les protestataires ont répondu à l'appel de la plateforme d'opposition Wakid Tama. Au cours de cette manifestation autorisée par les autorités tchadiennes, le drapeau français a été brûlé alors que des stations-service de la compagnie Total Énergie ont été vandalisées. Paris est accusé par les manifestants de soutenir la junte au pouvoir à N'Djamena, mais aussi de siphonner le sous-sol tchadien. La France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. L'ancienne puissance coloniale n'a donc plus bonne presse aux yeux de ces Tchadiens. Des partisans de l'opposition qui jettent désormais leur dévolu sur la Russie. Ce rassemblement intervient après le report le 1er mai du dialogue national dont les travaux préparatoires piétinent à Doha au Qatar. En Tunisie, plus de 2000 personnes se sont réunies dans la capitale pour manifester dimanche. Initié par la nouvelle alliance politique Front de Salut National, le rassemblement a dénoncé les agissements du président Kais Saied qui gouverne, légifère par décret depuis près d'1 an. Les manifestants ont demandé un retour à la démocratie et le respect de la Constitution. En Tunisie, plus de 2000 personnes se sont réunies dans la capitale pour manifester dimanche. Initié par la nouvelle alliance politique Front de Salut National, le rassemblement a dénoncé les agissements du président Kais Saied, qui gouverne et légifère par décret depuis près d'1 an. Les manifestants ont demandé un retour à la démocratie et le respect de la Constitution. Nous n'abandonnerons pas. Nous serons là dans toutes les manifestations et dans tous les mouvements pour défendre nos droits, pour défendre la liberté et dénoncer ce coup d'État. Nous sommes en plein dans la dictature et ce n'est pas possible. Le régime démocratique est le destin de toutes les nations aujourd'hui. Le Front de Salut National regroupe déjà 5 partis politiques, dont le parti islamiste Ennahda, ainsi que plusieurs autres organisations de la société civile tunisienne. Fondé le 26 avril dernier, le groupe souhaite sauver la Tunisie de la crise profonde qui a suivi la prise de pouvoir de Kais Saied. Pour cette première manifestation de soutien à l'Alliance, l'organisation politique espérait réunir plus de partisans pour s'opposer au président. La France a levé ce lundi sa dernière grande mesure de restriction anti-Covid. Il n'est plus obligatoire de porter le masque dans les transports avions, trains, bus, métro, taxi. Cette mesure est justifiée par l'alcalmie sanitaire, même si avec environ 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes, l'épidémie n'est pas terminée. La France a levé ce lundi sa dernière grande mesure de restriction anti-Covid. Il n'est plus obligatoire de porter le masque dans les transports, avions, trains, bus, métro, taxi. Une mesure justifiée par l'accalmie sanitaire, même si avec environ 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes, l'épidémie n'est pas terminée. Dans cet aéroport parisien, de nombreux voyageurs préfèrent rester prudents.
Par sécurité vis-à-vis de mes proches, ma famille, mes amis, je pense que le port du masque est encore pour l'instant nécessaire par sécurité. Il y a de nombreux porteurs asymptomatiques et on ne sait pas qui ils sont. C'est mieux, à mon avis, de se protéger les uns les autres. Aujourd'hui, je vais le porter dans l'avion. Je sais qu'on peut ne plus le porter, mais moi, je prends la décision de le porter parce que le virus est toujours là, que l'épidémie n'est pas enrayée. Quand on voit ce qui se passe en Chine, c'est quand même hyper préoccupant. Donc moi, j'ai décidé de garder le masque. Si le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports, il reste toutefois recommandé, précisent les autorités de santé, qui pourraient revenir sur leurs décisions en cas de reprise épidémique. Ailleurs en Europe, la Belgique, l'Espagne ou l'Italie maintiennent jusqu'à présent l'obligation du port du masque dans les transports. Le géant français de l'automobile Renault cède l'intégralité de ses actifs en Russie. Une décision qui implique près de 45 000 salariés en Russie d'après un communiqué d'un groupe. En addition de la filiale Renault de Russie, le groupe Renault était actionnaire majoritaire de l'entreprise automobile russe Avtovaz, aussi connue sous le nom de Lada, avec près de 68% du capital. L'intégralité de cette participation a été cédée à la Russie, mais le groupe français garde l'option de racheter ses parts pendant 6 ans. Le nouveau propriétaire de l'Institut central de recherche et des développements des automobiles et des moteurs. Le géant français de l'automobile Renault cède l'intégralité de ses actifs en Russie. Une décision qui implique près de 45 000 salariés, d'après un communiqué du groupe. Renault était l'actionnaire majoritaire de l'entreprise automobile russe Avtovaz, aussi connue sous le nom Lada, avec près de 68% du capital. L'intégralité de cette participation a été cédée à la Russie, mais le groupe français garde l'option de racheter ses parts pendant 6 ans. Parmi les conséquences très visibles, l'usine Renault de la capitale est de nouveau exploitée par la ville de Moscou. Celle-ci avait suspendu ses activités en mars 2022 en raison de la guerre en Ukraine. D'après le maire de Moscou, Sergueï Sabianin, l'usine devrait produire des voitures sous la bannière historique Moskvitch, une marque comme Lada caractéristique du style automobile soviétique. Aucun détail financier n'a été fourni ce lundi, mais le ministre russe de l'Industrie et du Commerce avait déclaré en avril que Renault prévoyait de vendre ses actifs russes pour un rouble symbolique. L'heure est actuellement au recueillement à Buffalo dans l'État de New York après la fusillade du samedi qui a tué 10 personnes et fait 3 blessés dans un supermarché dont une majorité d'Afro-Américains. Un crime décrit par les autorités comme raciste et motivé par la haine perpétrée par un suprématiste blanc. Avant de se rendre sur place ce mardi, le président Joe Biden s'est exprimé depuis Washington. Recueillement à Buffalo dans l'État de New York après la fusillade de samedi qui a tué 10 personnes et fait 3 blessés dans un supermarché, dont une majorité d'Afro-Américains. Un crime décrit par les autorités comme raciste et motivé par la haine perpétré par un suprémaciste blanc. Avant de se rendre sur place, Joe Biden s'est exprimé depuis Washington. Nous devons tous travailler ensemble pour faire face à la haine qui reste une tache sur l'âme de l'Amérique. Nos cœurs sont lourds, une fois de plus, mais notre détermination ne doit jamais faiblir. Le tireur, identifié comme Peyton Gendron, 18 ans, poursuivi pour meurtre avec préméditation, a plaidé non coupable lors d'une première comparution devant un juge. Il aurait conduit plus de 300 km depuis son lieu de résidence situé dans le sud de l'État pour perpétrer ce massacre, effectuant même une opération de reconnaissance la veille des faits. Les fusillades dans les lieux publics sont un véritable fléau aux États-Unis. Dimanche, une église en Californie a aussi fait l'objet d'une attaque, faisant 1 mort et 4 blessés graves. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à vous sur Speedline Télévision.